Pourquoi est-ce que la pression artérielle intéresse beaucoup aussi les neurologues vasculaires? D'une part, dans l'infarctus cérébral, il existe entre le cœur de l'infarctus qui se constitue très rapidement et le parenchyme cérébral sain, une zone qu'on appelle classiquement de pénombre, dont l'évolution peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs et d'actions thérapeutiques, soit vers la restitution en intégrome, soit vers la nécrose ischémique. Et l'évolution de la pression artérielle fait partie des facteurs qui influencent cette évolution. D'autre part, en cas d'infarctus cérébral, en cas d'occlusion artérielle, il y a une perte de l'autorégulation du débit sanguin cérébral régional qui fait que le débit sanguin cérébral régional est étroitement corrélé à l'évolution de la pression artérielle. Et donc là aussi, l'évolution de la pression artérielle est un facteur pronostique. Et puis dans les hémorragies cérébrales, à peu près 3/4 des hémorragies cérébrales voient leur volume augmenter dans les 24 heures qui suivent la prise en charge initiale. Et l'hypertension est un des facteurs pronostiques de cette évolution des hémorragies. La cible de pression artérielle, on va longuement la discuter parce qu'elle n'est pas encore tout à fait consensuelle. Elle diffère selon le type d'accident vasculaire cérébral et donc on ne peut engager aucun traitement de l'hypertension artérielle sans imagerie cérébrale et artérielle en urgence. Dans l'idéal, une IRM, puisqu'un infarctus cérébral n'est pas visible sur un scanner, et à défaut, au moins scanner et angioscanner pour rechercher une occlusion artérielle intracrânienne. On sait depuis longtemps qu'en phase aiguë d'un infarctus cérébral, il existe une hypertension artérielle, que les chiffres de pression artérielle diminuent spontanément dans les jours qui suivent, avec des intervalles de confiance, vous voyez, extrêmement larges. Et on sait que pour les franges de pression artérielle les plus basses et les plus élevées, il y a une corrélation statistique entre le chiffre de pression artérielle à la prise en charge et le risque de décès et de dépendance, ici à 6 mois dans l'étude IST, vous voyez, très ancienne. D'où l'idée que peut-être il serait intéressant de traiter l'hypertension artérielle en phase aiguë d'un infarctus cérébral. Eh bien, toutes les études sont négatives. Vous voyez cette méta-analyse qui a porté sur plus de 11 000 patients. Il faut souligner quand même le caractère très hétérogène des études, et notamment certaines n'avaient pas de cible de pression artérielle prédéfinie. Mais en tout cas, il n'y a aucun argument scientifique pour traiter une hypertension artérielle qui accompagne un infarctus cérébral. Dans cette étude plus récente, vous voyez, portant sur environ 200 patients, les patients ont été randomisés dans 3 groupes et il n'y a pas de différence significative en fonction de la cible de pression artérielle sur le risque de handicap à 3 mois et le risque de décès. Par contre, il y a une augmentation du risque de transformation hémorragique dans le groupe de pression artérielle la plus élevée. Et lorsque les auteurs ont comparé le groupe traité par rapport à un groupe non traité, vous voyez, le fait de donner un traitement hypotenseur, finalement, augmente le risque de décès et de dépendance à 3 mois. Et donc, c'est en faveur de l'abstention thérapeutique, sauf pour les pressions artérielles particulièrement élevées. Les circonstances sont très différentes lorsque le patient a une procédure de revascularisation, notamment une thrombolyse, parce que le risque de transformation hémorragique augmente avec la pression artérielle, et notamment, vous voyez, pour les pressions artérielles supérieures à 170 ou 180 mm de mercure pour la systolique, pour la pression artérielle moyenne systolique dans les 24 heures post-thrombolyse, et surtout, la mortalité à 3 mois augmente pour les pressions artérielles les plus élevées et le risque de dépendance à 3 mois augmente également. Vous voyez, la probabilité d'indépendance à 3 mois diminue avec la moyenne des pressions artérielles systoliques dans les 24 heures qui suivent la thrombolyse. Et donc on va retrouver les conséquences thérapeutiques dans les recommandations. Pour la thrombectomie, il n'y a pas d'études larges spécifiques. Benjamin Mayer a fait cette revue systématique des études de corrélation entre la pression artérielle périprocédurale et le pronostic fonctionnel
à 3 mois après une thrombectomie. Et il a montré qu'un facteur de mauvais pronostic était une diminution de la pression artérielle moyenne avant l'ouverture artérielle, avant le geste de revascularisation, donc avant ou pendant la thrombectomie, et que l'utilisation d'un protocole de prise en charge de la pression artérielle avec une systolique cible entre 140 et 180 améliorait statistiquement le pronostic fonctionnel. D'où les recommandations à la fois américaines et européennes de l'ESC et de l'ESH sur la prise en charge de l'hypertension artérielle en phase aiguë d'un AVC. Vous voyez, en cas de thrombolyse, la cible doit être inférieure à 180 sur 105 à la fois avant pour pouvoir thrombolyser et dans les 24 heures qui suivent la thrombolyse. Et en dehors de la thrombolyse, chez les patients qui n'ont aucune procédure de revascularisation, il est recommandé de baisser prudemment les pressions artérielles les plus élevées en diminuant de 15% la valeur de la pression artérielle initiale. Les recommandations neurovasculaires donnent 220 sur 120 de pression artérielle, mais ça ne repose pas sur des données très solides. Une petite question très pratique, vraiment très rapidement. Est-ce qu'il faut poursuivre le traitement hypotenseur d'un patient hypertendu ou l'arrêter en phase aiguë d'un AVC? Vous voyez, dans cette méta-analyse, il n'y avait pas de différence chez le groupe des patients dans lequel on arrête les traitements par rapport à ceux dont le traitement est poursuivi. Dans cette étude ENOS, les choses ont été regardées en ce qui concernait le groupe dont le traitement était poursuivi et le groupe dont le traitement était arrêté. Et il n'y a pas de différence significative sur le pronostic fonctionnel. Donc en pratique, il est habituel d'arrêter ou de réduire le traitement hypotenseur, ne serait-ce que parce qu'il y a un risque élevé d'inhalation dû à des troubles de déglutition en phase aiguë d'un AVC ou du fait de troubles de vigilance. Et donc, le plus souvent, on allège ou on arrête le traitement hypotenseur oral pour n'utiliser que des traitements par voie intraveineuse. Voilà pour la synthèse des données concernant les infarctus cérébraux. Pour les hémorragies, on sait qu'une pression artérielle élevée est associée statistiquement à un risque accru d'augmentation de volume de l'hématome dans les 24 premières heures et à un risque accru de handicap séquellaire. Néanmoins, la cible optimale de pression artérielle en phase aiguë d'une hémorragie cérébrale reste encore en partie l'objet de discussion. Cette méta-analyse de 2 études internationales de grande ampleur, INTERACT 2 et ATTACK 2, vous voyez, 3800 patients, s'est intéressée à la corrélation entre le pronostic fonctionnel et un certain nombre de paramètres de pression artérielle, la pression artérielle systolique moyenne des 24 premières heures, l'amplitude de baisse de la pression artérielle dans la première heure et la variabilité de la pression artérielle pendant les 24 premières heures. Et il est intéressant de noter que pour les pressions artérielles systoliques moyennes des 24 heures les plus élevées, on a une tendance à un pronostic fonctionnel moins bon, plus de risque de handicap, que le risque de décès a tendance à augmenter en fonction de la pression artérielle systolique moyenne des 24 premières heures, que les patients qui ont le plus de variabilité tensionnelle ont tendance à avoir, c'est des tendances non significatives bien sûr, comme vous le voyez, mais ont tendance à avoir un moins bon pronostic vital et le risque de décès a une tendance à être minoré pour les patients qui ont les pressions artérielles les plus stables. Et en ce qui concerne le risque d'aggravation neurologique dans les 24 heures, vous voyez, il est augmenté lorsque la pression artérielle est très variable pendant les 24 premières heures, mesurée par la déviation standard des pressions artérielles systoliques dans les 24 premières heures. Et que ce risque d'aggravation semble
avoir tendance à être diminuée par l'obtention de pression artérielle ni trop basse ni trop haute, j'allais dire. Et donc, en résumé, la pression artérielle systolique moyenne est associée au pronostic fonctionnel et le calcul de cette méta-analyse est que la probabilité que le patient ne garde pas de handicap diminue de 10% chaque fois que la pression artérielle systolique moyenne des 24 premières heures augmente de 10 mm de mercure au-dessus de 130. Il existe une courbe en U pour l'amplitude de la réduction de pression artérielle. Donc, si la réduction de la pression artérielle est insuffisante ou trop élevée, on a une tendance à une augmentation de la mortalité, notamment lorsque la réduction de la pression artérielle est supérieure à 60 mm de mercure par rapport à la pression artérielle initiale, et qu'il existe un risque d'aggravation neurologique dans les 24 premières heures lorsque la variabilité de la pression artérielle est trop importante, avec des fluctuations tensionnelles trop importantes. Alors, c'est le fait que une partie des discussions sont sur la significativité de ces résultats, et il y a là quelques différences entre les recommandations neurovasculaires qui sont un peu plus anciennes et les recommandations de la Société européenne de cardiologie et d'hypertension. Les recommandations neurovasculaires sont de faire baisser la pression artérielle sûrement lorsque la systolique est supérieure à 220 de manière agressive, et entre 150 et 220 de pression artérielle systolique, de faire baisser progressivement la pression artérielle vers la partie haute de la fourchette normale de pression artérielle. Ces recommandations sont à peu près les mêmes pour la Société française neurovasculaire. Les recommandations plus récentes de l'ESC et de l'ESH sont les mêmes lorsque la systolique est supérieure à 220 mm de mercure, mais lorsque la pression artérielle systolique est inférieure à 201 mm de mercure, les recommandations de l'ESC et de l'ESH sont plus timorées sur le plan thérapeutique. Et donc ça montre bien la difficulté de positionnement, notamment du fait de l'hétérogénéité des patients. Et d'autre part, la méta-analyse que je vous ai présentée a été publiée de manière postérieure aux recommandations, ce qui peut aussi expliquer certaines différences. Une recommandation néanmoins est constante, c'est que la baisse brutale de pression artérielle en phase aiguë d'une hémorragie cérébrale est préjudiciable, augmente le risque, notamment vital.